Bon, merci à tous, bonsoir, bonjour. On va parler d'infection sur matériel d'assistance circulatoire et quelle stratégie. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt sur le topo. Et en fait, on va distinguer deux choses. Il y a les assistances circulatoires de courte durée, c'est celles qui sont les plus fréquentes, c'est l'ECMO véno-artérielle, l'ECMO véno-veineuse, où là, on n'a pas le choix de la sous-clavière, on n'a pas trop le choix sur les sites. Si on est en ECMO véno-artérielle, on va être du fémoral, fémoro-fémoral, une veine, la veine fémorale et l'artère fémorale. Et si on est dans une configuration véno-veineuse, donc pour une assistance uniquement respiratoire, on va avoir le choix, soit on fait de la fémoro-fémorale, donc une veine d'un côté, l'autre veine de l'autre. Et ce qui est plus utilisé en France, c'est quand même une voie fémorale veineuse et une voie fémorale jugulaire veineuse, pardon. Enfin, une voie jugulaire. Donc on va parler de ces assistances circulatoires courte durée, ECMO VV, ECMO VA. Et en fait, il y a de plus en plus d'assistances circulatoires qu'on va appeler de longue durée. Donc c'est des malades qui ont été un moment sous courte durée probablement et qui ont soit raté la transplantation, soit qui n'ont pas été éligibles, soit qu'on pense qu'ils ont un potentiel de récupération, mais sur une ECMO on peut rester 10 jours, 15 jours, après on commence à être dans les grosses complications. Et on va se poser la question, donc ça c'est pour des patients qui ont un problème cardiogénique, on va se poser la question de mettre une assistance circulatoire de longue durée. Et donc là, il y a du matériel qui va rester en permanence avec des malades qui ont des systèmes portatifs comme celui-là, où c'est des malades où la destination, c'est de rentrer à la maison avec ce système portatif, ce cœur artificiel qui va aider à l'assistance et qui va, à un moment, les amener vers une transplantation ou une récupération. Alors la définition d'une infection d'assistance, c'est quoi? C'est l'association d'un syndrome clinique, fièvre, hyperleucocytose et des signes locaux, et d'une culture positive d'un liquide qui est normalement stérile. Il faut qu'il y ait un liquide qui s'écoule d'un des orifices, et ce liquide doit être infecté. L'incidence de tout ça, on sait que si on parle d'assistance de courte durée, l'ECMO, le risque de bactériémie, si on compare à des malades de même gravité, il est énorme. D'accord. Donc si ça c'était une comparaison américaine où vous avez appareillé avec des malades de même gravité et vous voyez le risque d'infection de bactériémie chez les malades sous ECMO, il est pratiquement 3 fois plus élevé qu'un malade standard avec même gravité. Et cette incidence, ce risque de bactériémie, ce risque d'infection de canule va augmenter de façon crescendo avec la durée d'ECMO. Et ce graphique parle aisément. Vous voyez que l'incidence de l'infection, de la bactériémie à point de départ des canules augmente avec le temps sous ECMO. Et donc, quelle est l'incidence de ces bactériémies? Quelle est l'incidence des infections de matériel, de canules? Cette incidence, elle a été reportée principalement sur une littérature véno-artérielle, principalement puisque c'est quand même la configuration d'ECMO qui est la plus fréquente. Et on retrouve finalement dans les différentes études qui ont été publiées sur le sujet une bactériémie entre 10 et 23% et une infection de canule prouvée à 10 à 15%, puisque la bactériémie peut avoir une autre origine, parfois une PAVM, c'est des malades qui peuvent faire des complications standards. Quand on parle d'assistance circulatoire longue durée, ça s'appelle longue durée, donc les malades vont avoir l'assistance pendant longtemps, et donc ils ont plus de risques d'infection, et l'incidence elle est très variable, mais l'incidence elle est nettement plus élevée que par rapport aux malades d'ECMO. On est sur une assistance de 20 à 80% chez ces patients qui vont avoir une assistance pendant de longs mois, voire plusieurs années. Les facteurs de risque et l'impact de tout ça, les facteurs de risque qui est retrouvé dans toutes les études, c'est la durée de l'ECMO. D'accord. Plus l'ECMO dure longtemps, plus le risque est important, et c'est vraiment le facteur qui est retrouvé à chaque fois. Et tout ça, ça a un impact dans les facteurs associés à la mortalité. On voyait que le fait d'avoir une infection nosocomiale, une infection de canule, une bactériémie, une infection associée à l'ECMO, était un facteur de risque associé à plus de mortalité chez les malades en ECMO véno-artérielle. En ce qui concerne l'assistance longue durée, vous voyez, si vous comparez deux groupes sur une grosse cohorte de 350 malades qui avaient eu une assistance monoventriculaire gauche, qui était rentrée chez eux, vous voyez que si vous prenez à 6 mois dans le groupe qui est infecté, vous avez 15% d'entre eux qui sont transplantés, versus chez les patients qui ne sont pas infectés, on a 24%. Et donc ça, c'est le taux de transplantation, puisque le but, c'est quand même d'amener les malades généralement vers ça. Et même si vous prenez la mortalité à 12 mois, vous voyez qu'elle est largement supérieure dans le groupe des patients qui ont une infection de leur assistance monoventriculaire gauche versus le groupe non infecté.
Et en facteur de risque associé à la mortalité, si on fait une analyse multivariée, le premier facteur qui ressort à chaque fois, c'est l'infection de l'assistance longue durée, qui est un facteur péjoratif et qui est indépendamment associé à beaucoup de mortalité. Alors comment on va faire le diagnostic d'infection d'assistance longue durée ou d'assistance courte durée? Eh ben, c'est tout d'abord clinique. Il faut examiner les malades. Tous les jours, il faut s'intéresser à ça, se poser la question, est-ce que le malade a une infection locale? Donc on va chercher des signes généraux de l'hyperthermie, qui est parfois masquée sous ECMO et qui n'est pas simple, l'hyperleucocytose, une dégradation hémodynamique, et surtout on va regarder les canules. Il faut regarder les canules tous les jours. Il faut absolument que l'équipe médicale, paramédicale soit sensibilisée à ce risque, puisque la précocité du traitement est extrêmement importante. On va regarder les signes locaux, on va regarder si on a un écoulement purulent au niveau des canules, des lignes d'activation, si on a un aspect de cellulite dans les cas les plus graves. Et donc, on va passer par un premier terme qui est souvent une canule inflammatoire, ou là qui est même carrément infectée probablement avec une issue de pus par l'orifice. Sur les infections de matériel longue durée, ces infections de drive, c'est le fil électrique qui va sortir du malade et qui va aller jusqu'à la console, qui va mettre en action son assistance monoventriculaire gauche. Donc là, on a un drive qui est sain. Et puis là, on a un érythème autour du drive, une inflammation locale, mais avec une culture, un prélèvement local qui est négatif. On arrive sur un type 2, on a une cellulite localisée sans signes généraux. Et le cas le plus extrême, on a vraiment un écoulement purulent avec des signes généraux. Et le cas qu'on redoute, qu'on ne veut pas arriver jusque-là, c'est le cas de cellulite qui nous arrive de temps en temps. Et là, c'est pas comme les cathéters, et c'est pas si simple de tout changer en quelques minutes. Mais on ne veut pas arriver à ça, et ça arrive de temps en temps d'avoir des cellulites à point de départ des canules. C'est comme si vous aviez 2 gros cathéters en permanence dans le corps humain. Pour les assistances de longue durée, comment on va confirmer le diagnostic, puisque ça s'infecte par voie ascendante à point de départ du drive, de l'extérieur vers l'intérieur, et dans les cas extrêmes, pour savoir s'il faut faire une reprise chirurgicale, on va avoir besoin d'un scanner thoracique pour voir s'il y a une poche, une collection de pus autour de l'assistance. Vous voyez que là, il y a un énorme abcès autour de l'assistance, et c'est également visible sur ce scanner-là. Et on va confirmer de manière bactériologique, il nous faut des prélèvements, il faut savoir sur quoi on va taper. Et donc, on va faire des prélèvements bactériologiques, les prélèvements bactériologiques classiques que vous faites chez tous les malades, l'hémoculture, mais surtout, on va faire des prélèvements locaux. Et on va s'intéresser avec ces prélèvements locaux, on va faire ça avec un cathéter de perfusion, on va glisser la partie plastique le long du drive ou le long de la canule pour avoir une ponction le long de ces drives et obtenir un liquide qu'on va analyser. Dans les cas extrêmes, parfois on a le diagnostic bactériologique lors de la reprise, mais ce n'est pas souhaitable. Ça veut dire qu'on a échoué un petit peu dans le diagnostic. Soit on est passé à côté, soit on n'a pas réussi à le mettre en identification. Alors la microbiologie, on a peu de données là-dessus, mais finalement, sur l'ECMO véno-artériel, on va retrouver une population de bactéries qui est des bactéries qu'on retrouve vers le périnée, l'entérobactérie, pas mal de coli, de l'entérocoque, des germes de la peau, il ne faudra pas les négliger, du staph epidermidis, et de plus en plus de BGN. En ce qui concerne les infections d'assistance ventriculaire gauche, là vous voyez que la microbiologie est un peu différente. On est beaucoup de staphylocoques, du staphylocoque doré, du staph coagnae. Je vous rappelle que la voie d'infection c'est une voie ascendante, ça vient de la peau et puis ça remonte transitoirement via le biofilm. Et on a de plus en plus d'infections à Pseudomonas aeruginosa. Et il y a une quantité non négligeable d'infections fongiques. On a 15% des malades dans cette grande série américaine qui avaient une infection fongique sur un matériel d'assistance. La prévention, c'est vraiment le volet capital. C'est comme les cathéters, mais là, les conséquences sont peut-être encore plus dramatiques que pour le cathéter. Et donc la prévention, elle se fait dès la pose. On est sur une asepsie chirurgicale. Et donc ça va être à soigner. On utilise la chlorhexidine également lors de la pose des canules, lors de la pose de l'ECMO. Certaines équipes utilisent une antibioprophylaxie à la cannulation. Personnellement, et notre équipe, on n'est pas persuadé de ça. Surtout que l'effet finalement va être limité à 24-48 heures. Si on se dit on le met à la cannulation, il faudra probablement le mettre à la décannulation aussi, si on est logique. Et finalement sur des durées de séjour et des durées d'assistance qui vont être entre 2 semaines, voire 1 mois pour les ECMO véno-veineuses, et ben finalement l'effet est probablement assez limité. Et par contre, si vous faites une chirurgie, si vous avez une sténotomie, l'antibioprophylaxie est cette fois-ci systématique. On va éviter tous les facteurs favorisants locaux, tous les facteurs qui vont favoriser l'ischémie cutanée. Et ça va être
principalement le boulot des chirurgiens. Et ce qui ressort de plus en plus, c'est finalement qu'on va essayer de privilégier la pose percutanée par rapport à la technique chirurgicale où il y a un abord du scarpa, et donc un risque infectieux qui est largement supérieur sur ces techniques chirurgicales. Les chirurgiens sont de plus en plus commencent à être convaincus que le percutané c'est très bien et que finalement il y a moins de conséquences à long terme, et il faut y aller en percutané, d'autant plus que la plupart du temps on a quand même quelques minutes pour se poser, le faire tranquillement sous écho, et ça peut diminuer les complications. La prévention post-opératoire, c'est les pansements stériles, pluricotidiens en cas de saignement, ne pas laisser un saignement sur un cathéter, une canule d'ECMO ou un drive, parce qu'on sait que c'est ça qui va faire le lit de l'infection. Il faut fixer efficacement les drives, le contrôle glycémique, éviter la dénutrition, mais ça c'est tout type d'infection. Et surtout, il faut éduquer les médecins, éduquer votre équipe infirmière sur le risque infectieux qui est majeur. Et il faut vraiment que tout le monde ait conscience de ce risque. Et donc, il faut vérifier tous les matins à la visite. On voit les canules, quel est l'aspect des canules et qu'est-ce qu'on fait avec. Et on s'est inspiré finalement de l'expérience acquise dans la prévention d'infection de cathéter en se disant la canule, c'est quoi? C'est un gros cathéter. Et donc, sans aucun niveau de preuve avec l'ECMO, mais par analogie finalement avec l'expérience des cathéters, on fait pareil, on utilise des pansements imprégnés à l'axorexidine. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir monitorer avec cette petite fenêtre tous les jours sans décoller le pansement. Vous allez pouvoir monitorer un petit peu quel est l'aspect local de l'orifice. Et surtout, le message le plus important, c'est retirer l'ECMO dès que possible. Vous avez vu que l'incidence de l'infection augmente avec la durée de l'ECMO. On l'a clairement montré avec ce papier qu'on avait publié en 2012. Plus l'ECMO dure longtemps, plus le risque infectieux est majeur. Et vous voyez qu'après 15 jours d'ECMO, la probabilité de ne pas avoir une seule infection nosocomiale, c'est 20%. Donc le risque, il est majeur. Donc il ne faut pas laisser un malade qui doit être sevré, qui est sevrable, des jours et des jours, parce que logistiquement, on ne peut pas le faire. Il faut retirer l'ECMO dès que possible. La phase traitement, la traitement, elle va se différencier. Là, on parle des assistances de courte durée, donc l'ECMO. Si on ne peut pas changer le site comme ça, c'est pas à chaque infection, si on changeait le site, ça ne serait pas possible. Si on a une infection locale, on va intensifier l'asepsie locale avec multiplier les soins locaux et mettre des antibiotiques. Si par contre vous avez, comme c'est le cas ici, si vous avez un aspect de cellulite, c'est une indication à changer le site. Alors c'est complexe. Il y a un risque important pour le malade, mais là, il y a un risque très important que le malade décède d'un choc septique. Donc, s'il y a une infection avec un aspect cellulitique, il faut certes la sepsie, certes les antibiotiques, mais il faut changer le site dans les 24 heures, et c'est ce qu'on essaye de faire à la Pitié. En ce qui concerne les infections de longue durée, il faut, pour les assistances de longue durée, le traitement va dépendre finalement est-ce qu'il y a des signes généraux ou pas. À partir du moment où il y a un prélèvement positif et des signes généraux, et sans signes généraux, on va mettre de l'antibiotique. Et s'il y a des signes généraux, un écoulement purulent, et il va falloir on ne peut pas se passer d'une imagerie pour voir s'il n'y a pas une infection profonde et pouvoir aller à la chirurgie si besoin. Le traitement médical, c'est un traitement antibiotique qui va être adapté, prolongé, qui va être initialement 2 antibiotiques, l'équilibration des glycémies et les corrections d'autres défaillances. L'antibiothérapie, compte tenu de l'épidémiologie des infections, il faut qu'elle associe probablement un glycopeptide, compte tenu de la fréquence importante du staphylocoque et du staphylocoque de la peau, Epidermia cogneg. Et donc, on va associer des glycopeptides, des bêta-lactamyles à large spectre, plus ou moins en fonction de l'écologie du malade, et on utilise des aminosides de façon régulière et fréquente. Et puis après, comme toute infection, comme tout patient, on va rétrocéder et on peut finir sur une monothérapie. La durée de traitement, elle n'est absolument pas codifiée. C'est 7 à 10 jours sur l'ECMO, quand on a une infection d'ECMO. Pour l'assistance longue durée, le VAD, finalement, c'est souvent très très prolongé jusqu'à l'ablation du matériel. On va pouvoir faire un relais parfois oral pour que les malades rentrent à la maison. Et puis voilà. Alors c'est une notion importante. Quand on parlait d'antibiotiques et d'ECMO, il faut savoir que la pharmacocinétique est totalement modifiée par l'ECMO du fait qu'il y ait une membrane, qu'il y ait une séquestration des produits et séquestration des antibiotiques. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de data sur la pharmacocinétique de ces médicaments sous ECMO. Donc le seul moyen, c'est de doser antibiotiques.
et pour éviter d'avoir des mauvaises surprises est en sous-dosage, ce qui nous arrive fréquemment. Donc on dose de façon très régulière les antibiotiques. Donc en conclusion, la prévalence, l'incidence de ces infections d'assistance de courte ou de longue durée, eh ben, finalement elle est importante. Elle est bien plus importante que pour les cathéters. Elle augmente avec la durée d'assistance, elle augmente avec la sévérité à l'admission et elle a un impact très important pour le malade. Ils meurent plus et ils vont rester plus longtemps à l'hôpital. Le traitement, il est assez simple finalement, c'est des soins locaux, des antibiotiques, plus ou moins de la chirurgie d'un changement de site si jamais il y a un aspect cellulitique ou s'il y a une infection intrathoracique visualisée à l'imagerie. Et retenez bien que l'infection ne contre-indique pas la transplantation. C'est pas parce que le malade a des canules infectées qu'on va pas aller le transplanter, on va le traiter quelques jours et au contraire, la transplantation c'est finalement l'ultime thérapeutique pour se débarrasser de ces canules, se débarrasser de cette machine d'assistance ventriculaire et c'est parfois l'ultime possibilité pour ces patients. Merci beaucoup.